Un débat qui nous emmène aujourd'hui en Inde. La plus grande démocratie au monde est-elle en train de vaciller avec une hindouisation à marche forcée? Narendra Modi, le Premier ministre indien, est le fer de lance de ce nationalisme hindou. Jusqu'où ira-t-il? Pour en parler, nous sommes avec Jean-Luc Racine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur senior au groupe de réflexion Asia Centre. Nous sommes en direct avec Vaidju Naravan, journaliste indienne. Vous avez été notamment correspondante en France pour de nombreux journaux, dont The Hindustan Times. Et enfin, avec Christophe Jaffrelot. Bonsoir. Vous êtes à Karachi, au Pakistan. Vous êtes directeur de recherche aux séries Sciences Po CNRS et vous signez notamment l'Inde de Modi. C'est paru aux éditions Fayard. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Et première question, est-ce qu'on peut dire qu'on assiste à une hindouisation forcée de l'Inde? Je commence avec vous, Christophe Jaffrelot. Alors, forcé, tout dépend ce que l'on entend par là. Ce qui est certain, c'est que ce pays, depuis maintenant l'élection de Narendra Modi en 2014, est en phase d'hindouisation de plusieurs points de vue. Vous avez d'abord une promotion de cette religion très majoritaire, puisque les hindous, ça représente 80% de la société indienne. Une promotion de cette religion qui devient même en partie officielle. Cela s'est vu notamment à travers l'inauguration l'an dernier d'un temple, d'un grand temple dans le nord de l'Inde à Ayodhya, par le Premier ministre lui-même. Et on a ainsi un exemple, c'est un exemple parmi bien d'autres, de la reconnaissance par les autorités politiques de la religion dominante. Et puis, à contrario, cette hindouisation s'exerce aux dépens des minorités, et notamment de la minorité musulmane, qui représente tout de même 14 à 15% de la population, et qui est de plus en plus ravalée au statut de citoyen de seconde zone, de fait, et effectivement, de droit. Un peu, mais beaucoup de fait. Oui, on va revenir justement comment cette marginalisation se manifeste au cours de ce débat. Jean-Luc Racine, est-ce qu'elle est inquiétante, cette montée du nationalisme hindou? On vient d'évoquer le sort des minorités. Vous venez de donner les chiffres, on va juste les regarder ensemble. On rappelle que l'Inde est le pays le plus peuplé au monde, 1,5 milliard d'habitants, 80% d'hindous, 14% de musulmans, 2% de chrétiens. Alors ça donne le vertige parce que, ok, 14% de musulmans seulement, mais c'est quand même le troisième État musulman au monde. Oui, oui, oui. Et bon, c'est un problème qui n'est pas nouveau en soi, mais qui effectivement s'aiguise ou s'intensifie au fur et à mesure que le BJP, le parti politique du mouvement nationaliste hindou, donc qui a porté, comme ça vient d'être dit, au pouvoir Narendra Modi en 2014, où il a été réélu en 2019, avec la majorité absolue, à lui tout seul, ce qui n'était pas le cas lors de la dernière réélection en 2024, mais enfin, c'est la première fois depuis Jawaharlal Nehru, donc ça fait un certain nombre de décennies, qu'un leader politique se retrouve 3 fois de suite Premier ministre. Et au fur et à mesure que ce pouvoir se consolide, eh bien, l'affirmation du nationalisme hindou s'intensifie. On le voit d'ailleurs à la structure même du pouvoir. Il fut un temps où on avait toujours un représentant des minorités religieuses, musulmans ou sikhs, soit comme président. Maintenant, c'est fini. Alors, on va aller à Goa, si vous le voulez bien, rejoindre Vaidju Naravan, donc journaliste indienne. Est-ce que ça inquiète? Vous êtes en Inde, évidemment, vous êtes indienne, vous connaissez bien cette société. Est-ce que vous sentez une inquiétude par rapport à cette montée du nationalisme? Je sens une certaine inquiétude, surtout de la part des gens musulmans que je rencontre. Souvent, ils ont peur de dire quel est leur nom. Souvent, ils essayent de cacher vraiment leur identité. J'ai des amis qui ont décidé de prendre des noms hindous parce qu'ils ne veulent pas être identifiés comme musulmans. Ils commencent à donner des noms hindous à leurs enfants.
ils ne veulent pas que les enfants soient discriminés à l'école et il y a beaucoup de choses de ce genre qui se passent. Donc, une communauté entière qui se sent un peu persécutée et ça se traduit mais vraiment dans le quotidien parce que les extrémistes hindous demandent que les marchands de viande ferment leurs boutiques pendant quelques jours sacrés. Ça se traduit dans le quotidien, dans toutes les choses, beaucoup de restrictions qui n'existaient pas avant. Alors, on va s'intéresser à ce corps paramilitaire, le RSS, dont est issu Narendra Modi, et qui, en fait, il y a un volet politique avec le BJP, le parti au pouvoir, et cette, alors je ne sais pas si on peut dire milice ou légion, qui vient de fêter son 100e anniversaire. Les explications de Florent Krebsek. Une démonstration de force pour fêter un centenaire. Le mouvement est coordonné. Des milliers de volontaires de tous âges, de toutes conditions, venus des 29 États du pays, des ouvriers aux chefs d'entreprise, que des hommes. Devant eux, le chef de la Légion RSS, Mohan Bhagwat, est rejoint sur la scène par son second et Ramnath Kovind, ancien président indien, qui vient le féliciter pour les réjouissances. Le RSS est donc fréquentable, y compris par les élites politiques du pays. Devant les caméras, la parole des adeptes et des volontaires est d'ailleurs fraternelle. Une fois que les gens se connectent à nous et qu'ils viennent dans nos unités locales, ils restent liés à nous pour toujours. Nous ne voulons pas nuire à certaines minorités. Nous considérons même que les minorités font partie de cet Hindu Rashtra. Hindu Rashtra, autrement dit, État hindou. Priorité aux populations hindoues, aux dépens des musulmans et des chrétiens. Tolérés s'ils ne créent pas de division. Sans donner de chiffres, les chefs du RSS proclament qu'ils dirigent la plus grande organisation au monde, mais préfèrent taire le nombre des adeptes. Parmi ses membres, on trouve le Premier ministre Narendra Modi, au pouvoir depuis 2014. Modi est remplaçable. C'est le RSS qui est aujourd'hui la force centrale du pouvoir en Inde et qui continuera d'avancer. En 1939, Golwalkar, qui est considéré comme la référence idéologique du mouvement, devient chef après avoir écrit un livre qu'ils ont tenté depuis de nier. Mais nous savons tous qu'il l'a bien écrit. Ce livre dit clairement que l'Inde doit apprendre de Hitler et comment, en observant son traitement des Juifs en Allemagne. Certains observateurs indiens affirment que la laïcité en Inde est clairement menacée. Le RSS affirme ne pas avoir d'agenda politique, mais sa place est aujourd'hui clairement au centre d'un système qui le maintenait jadis à l'écart. Christophe Jaffrelot, vous avez travaillé sur le RSS. On voit qu'il y a eu des idées extrêmes. Aujourd'hui, quelle est la position? Est-ce qu'ils ont des idées toujours aussi radicales? On vient quand même d'évoquer, enfin ce spécialiste indien vient d'évoquer Hitler. Les idées n'ont pas changé. L'objectif reste le même, faire en sorte que l'Inde soit finalement hindouisée, non seulement au plan politique, mais plus encore au plan social et culturel. Et c'est d'ailleurs la priorité du RSS, qui, vous le voyez, est un mouvement de masse, qui a développé des dizaines de milliers de branches à travers le pays, qui a créé un syndicat étudiant, un syndicat ouvrier, des associations de juristes, d'anciens militaires. Il n'y a pas un milieu social qui échappe à ce quadrillage de la société indienne. Et les minorités sont certainement acceptées dès lors qu'elles renoncent à leur identité. On peut rester musulman, chrétien dans la sphère privée, mais en public, il faut prêter allégeance à cette Hindu Rashtra. C'est ce qui conduit à des formes de ghettoisation. Alors des ghettoisations spatiales,
Et on voit bien que les quartiers mixtes sont de plus en plus rares en Inde. Mais des ghettoisations culturelles aussi. Et la paupérisation qui est en train de gagner la minorité musulmane est le reflet de cette marginalisation. Sur le marché du travail, il est de plus en plus difficile de trouver une place au soleil, ce qui d'ailleurs se traduit aussi par un déclin de l'éducation, de l'accès à l'éducation, non pas seulement parce que être musulman dans la salle de classe est devenu de plus en plus difficile pour les enfants musulmans, mais parce que de toute façon, suivre des études ne conduit pas à avoir un emploi qui en soit digne à la fin. Donc on a véritablement une transformation de la société. Une transformation de la société. Vaidjou, vous nous l'avez dit, hein, vos amis, certains de vos amis musulmans prennent des noms hindous. Cette organisation, le RSS, est tentaculaire, elle est vraiment dans toute la société. Elle, là aussi, elle inquiète, elle fait peur? Mais elle a ses entrées partout. Il y a des adhérents, il y a des millions d'adhérents à la RSS. Et vraiment, cette entité ou cette association, que je ne sais pas comment l'appeler, culturelle, socio-culturelle, qui est devenue aussi hautement politique, s'est faufilée partout, absolument partout. Récemment, on a eu un débat dans le Parlement indien sur la chanson Vande Mataram qui veut dire « Je salue ma mère patrie ». Et vraiment là, le BJP a attaqué les leaders du Congrès, particulièrement Nehru, en disant qu'il détestait cette chanson que le BJP a adoptée comme une espèce de anthem ou hymne national. Il voudrait peut-être aussi remplacer l'hymne national actuel avec demande que tout le monde le chante et c'est devenu vraiment quelque chose où n'importe où vous allez, vous avez l'hindouisation et la présence de l'RSS. Oui, effectivement, vous avez l'air tous d'accord, mais est-ce qu'il a les mains libres, Narendra Modi? Parce qu'on voit que sur la communauté dans la communauté internationale, Jean-Luc Racine, il est courtisé, le Premier ministre indien. Donc est-ce qu'il se sent libre de faire ce qu'il veut et dans son pays, et parce que personne ne va rien lui reprocher? Alors c'est sûr qu'il bénéficie d'une marge de manœuvre large sur le plan international. Alors je mets de côté les hauts et les bas de la relation avec Donald Trump. Mais au-delà de ça, quand on pense par exemple aux relations entre l'Inde et l'Union européenne, qui sont en phase de négociation d'un traité de libre-échange, la présidente de la Commission et une large délégation de ministres, de commissaires plutôt, sont allés en Inde récemment. Dans le discours, c'est toujours l'Inde la plus grande démocratie du monde, l'Inde, les valeurs communes, etc. Hein, il peut y avoir des voix un peu dissonantes au Parlement européen, mais en réalité, Modi est accepté en raison de ce que peut être la place de l'Inde dans le système international. Cinquième puissance économique, on le rappelle, hein, l'Inde, donc effectivement, c'est très très intéressant. Christophe Jaffrelot, est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il a les mains libres, le Premier ministre indien, et que peut-être qu'il peut mettre la démocratie en danger en Inde ? Certainement, ce n'est pas de l'extérieur que viendra la réponse. Si réponse il y a, c'est de la société indienne elle-même, et pour des raisons qui tiendront à des résultats économiques, à des évolutions sociales qui sont tout de même très préoccupantes. Oui, c'est une économie qui pèse de plus en plus lourd, mais lorsque vous regardez le PNB par tête de l'Inde, et vous l'avez dit, c'est la première population mondiale. On arrive à un ratio qui place l'Inde très très loin dans l'échelle, sur l'échelle internationale, et par rapport à la Chine, parce qu'on compare souvent les deux, évidemment qu'on n'est pas du tout dans la même épure, l'Inde ayant un revenu par tête environ 7 à 8 fois inférieur. Et les inégalités se creusent énormément. Il faut tout de même souligner le fait que ce mouvement, c'est un mouvement
de haute caste. C'est un mouvement qui est dominé par une classe moyenne, mais quand on dit classe moyenne en Inde, c'est une classe moyenne supérieure, urbaine, de haute caste, et qui creuse l'écart avec les masses paysannes et même les milieux ouvriers, où le chômage sévit considérablement. Le chômage des jeunes en particulier est un véritable désastre humain en Inde. Donc s'il y a une évolution, c'est de ce côté-là qu'elle viendra davantage. De l'intérieur. Vaidju Naravan, vous êtes inquiète, vous pensez que l'Inde peut basculer vraiment dans de l'autoritarisme, que la démocratie peut vaciller? Vous savez, le gouvernement fait tout pour faire basculer l'Inde vers la démocratie autoritaire, une autocratie électorale, je l'appelle. Mais il faut savoir que quand j'écoute les gens et je suis en train de parler à beaucoup de gens pour un reportage, tout le monde me dit leur manque de satisfaction avec Modi, leur colère du fait que les jeunes qui ont des diplômes universitaires ne trouvent pas de boulot. Il y a une espèce de grogne qui monte dans les grandes villes. Alors, la réponse du gouvernement Modi était de donner des petits prêts à des jeunes pour ouvrir des petites entreprises ou des start-up ou je ne sais pas quoi. Et effectivement, la politique de M. Modi était de donner des subventions et donner beaucoup de subventions. Pour calmer cette grogne... Pour essayer d'avoir la population... Voilà, pour essayer de calmer cette grogne sociale. Cette grogne continue à augmenter. Oui, absolument. Merci. Et c'est ça qui pourra faire basculer. Il y a un autre facteur peut-être qui est intéressant, c'est que les Indiens en Amérique, qui étaient vraiment côté Trump et qui étaient vraiment côté Modi, se sentent du coup menacés à cause des problèmes de visa, à cause des tarifs sur les exportations indiennes. Donc, on a bien compris. Et cette tranche-là, merci. beaucoup Modi et qui... Donc, merci Vaidju, effectivement. Voilà, la diaspora indienne peut-être pourra faire bouger les choses, ou cette grogne, vous nous en avez parlé tous les trois. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir donné des clés sur ce qui se passe en Inde actuellement.